que des enseignants plus orientés selon leurs désirs, ni des délégués des étudiants plus orientés, ni des parlementaires, ni des ministres, ni des hommes riches plus orientés. C'est cela que Campusen a mis de côté. Et Campusen a permis aussi d'amener la transparence dans les bourses pédagogiques. Vous savez, les bourses pédagogiques, avant, il n'était pas rare de voir quelqu'un qui a la mention bien, ou même parfois très bien, qui n'a pas de bourse. Campusen est venu régler, il y avait pour les bourses pédagogiques, il n'y a même plus de dépôt de dossier. Vous savez, vous avez la mention bien ou très bien, c'est la bourse d'excellence. Vous avez la mention à bien, c'est la bourse entière. Vous avez selon les notes et les séries, on fixait la moyenne minimale qu'il fallait avoir pour avoir la demi-bourse et vous l'avez automatiquement. Donc ceci a permis d'alléger même les recteurs, les doyens, les enseignants. Personne, si vous voyez aujourd'hui, personne même ne pense plus à ces histoires de passe-droit pour les orientations des bacheliers. Alors qu'avant c'était bien ça. En plus évidemment des tracasseries que subissaient les élèves, parce qu'il fallait qu'ils fassent des dossiers en papier, qu'ils fassent certifiés conformes, qu'ils donnent des photocopies d'identité, qu'ils fassent des photos d'identité, etc., etc. Nous avions pu régler cela, tout en même réglant le premier aspect, parce que quand vous êtes orienté, vous payez les droits d'inscription et vous les payez en ligne, et c'était directement transmis au niveau des universités. Donc ça, c'est un élément de transparence très important que nous avons mis en place. En plus, évidemment, du reste. Je dis toujours, je l'ai répété souvent, dans le Sénégal que nous avons aujourd'hui, vu les salaires que gagnent les ministres, un ministre qui n'était pas riche avant d'être ministre, s'il sort en étant ministre riche, je le répète, c'est un voleur. Ah non, mais c'est le cas. Hein. Vous n'êtes pas riche? Malheureusement, non. Je suis un simple gorgorlou avec ma maison qui est à Saint-Louis, à la cité université Ngalel, que nous avons construit avec nos collègues de l'université et le personnel dans le cadre de la coopérative d'habitat et de construction de l'université de Saint-Louis. Mary Teuw Niane n'a pas de villa UP à Dakar? Non, j'ai aucune villa à Dakar. Non, parce que quand même, nous dire qu'un ministre n'est pas riche, Mary Teuw, vous êtes le seul à le croire dans ce Sénégal. Hein? Moi, non, c'est très simple. Mais comment ces ministres-là qui roulent carrosse et comment, où ils... Vous savez... Peut-être que c'est des commerçants ou des hommes d'affaires ailleurs. Pourquoi moi je dis il faut rendre transparent les salaires au niveau de la fonction publique et au niveau des collectivités territoriales. Parce que fonction publique et les agences et tout cela, il faut que les salaires soient publics. Parce que si c'était public, on se rendrait compte que certains trains de vie ne peuvent pas être supportés par les salaires. Moi, le salaire maximum que j'ai gagné en étant ministre, c'est le salaire net. Comme je dis aux gens, moi je ne vois que le salaire net. C'est 3 500 000. Oui. Là où je logeais, je payais autour de 1 million. Mais vous aviez une prime de logement, le logement non, était pris. C'est compris. C'est compris dans les 3 500 000. C'est compris. Avant la prime de logement, parce que la prime de logement a été instituée lorsqu'on a enlevé les logements de fonction. Avant, c'était 2,5 millions, autour de 2,5 millions que nous gagnions. J'ai toujours dit, j'étais mieux loti en tant que recteur de l'UGB. En tant que recteur de l'UGB, j'avais 3 300 000 net. Et le recteur est logé, nourri, blanchi. Oui. Le ministre ne l'a pas. Le ministre, il paye son logement. Il doit payer son eau, son électricité. Les femmes qui travaillent dans la maison, il doit acheter les journaux à la maison, il doit payer l'internet à la maison, etc. Donc, ça, c'est le ministre. Ensuite, vous êtes sénégalais. Oui. Vous avez vos parents que vous devez aider. Vous étiez... Et vous faites de la politique en aussi. Plus, oui, non, parce qu'on vous a dit que vous êtes ministre maintenant. Et vous Tout le monde pense que vous avez de l'argent. Vous devez faire la politique. Ce qui fait que quand vous avez votre salaire,
vous dépensez votre salaire normalement le 10 du mois, vous êtes comme tous les góorgóorlu sénégalais. C'est ça, la réalité. Non, mais... on me dit, quand vous n'êtes pas ministre, on vous dit que vous avez une dotation de carburant de 1000 litres. Oui. Non, le ministre a une dotation de 400 litres. 400 litres? Oui. C'est ça la dotation. Non, mais Mary-Théo Niane, j'ai l'impression, professeur, excusez-moi, j'ai l'impression que vous êtes en train de me raconter un film. Parce que être ministre de la République au Sénégal, c'est être milliardaire. Ou bien en Afrique, hein, en général. Non, honnêtement, c'est ça ce qu'ont les ministres. Moi, j'avais le plus gros salaire que j'ai eu, c'est 3,5 millions net. Net, c'est l'argent que je recevais. D'autre part, les dotations de carburant, c'est 400 litres par mois que le ministre a. C'est ça qui est dans un arrêté. Il y a un arrêté qui fixe ça. C'est ça que le ministre a. Le ministre n'a pas droit à des véhicules. J'entends dire le ministre a plusieurs véhicules. Il a droit qu'à combien? Un ministre a droit à combien de véhicules? Il a sa voiture qui est une voiture de fonction. Une seule voiture. Qui a une voiture de fonction. Le ministère peut parfois mettre à sa disposition une voiture pour la maison. Mais ça, c'est discrétionnaire, je dirais. Ce n'est même pas un droit. Ce n'est même pas un droit. Donc voilà. Mais donc aujourd'hui, quand vous entendez un peu le bruit que fait le rapport des comptes, le rapport de la Cour des comptes sur la gestion de l'argent de la Covid-19, qu'est-ce que cela vous inspire? Vous êtes surpris ou bien vous vous dites, ben voilà la preuve de ce que je raconte, ou peut-être que ces gens-là sont allés un peu trop vite? Non, en fait, je pense que la Cour des comptes a fait son travail. C'est une institution qu'il faut respecter. Je dis bien qu'il faut respecter. Mais c'est des gens qui peuvent faire des erreurs aussi. Oui, mais il faut respecter les institutions. Vous savez, nous sommes un pays, moi j'aime beaucoup le rappeler, nous sommes une nation en constitution. Et il nous faut nous agripper sur nos institutions pour les respecter. De la même façon qu'on a un devoir de respecter l'institution qui est le président de la République, on a le devoir de respecter l'institution qui est la Cour des comptes, ou l'inspection générale d'État, ou l'OFNAC, l'Assemblée nationale, le HCCT, le Conseil économique, social, environnemental, l'armée, etc. La Cour des comptes a fait son rapport. Maintenant, il s'agit d'en tirer les conséquences, parce que la Cour des comptes, quand elle fait son rapport, elle regarde là où il y a des erreurs, là où il y a des fautes de gestion, là où il y a des fautes administratives, etc. Et elle-même, elle suggère les procédures à prendre pour rectifier. Et elle peut suggérer des procédures administratives, comme elle peut demander que le rapport puisse être soumis à une juridiction pour que le juge fasse les enquêtes complémentaires pour voir... Mais c'est le cas aujourd'hui. Pour voir est-ce qu'ils ont raison, ou même est-ce qu'en réalité ils ont sous-estimé le problème, ou carrément est-ce qu'ils ont tort. Donc jusqu'à maintenant, nous sommes dans une situation de présomption d'innocence. Oui, jusqu'à présent. Jusqu'à présent, c'est une situation de présomption d'innocence. C'est pourquoi je n'ai pas compris, et je n'ai pas du tout compris, l'attitude du gouvernement de monter en première ligne, essayer de défendre ceux qui seraient incriminés dans le rapport. Puisque le rapport ne culpabilise pas. Le rapport établit des faits qui doivent être confirmés ou infirmés par le juge. Et c'est pour cela que je suis inquiet d'abord du non-respect par le gouvernement de cette institution qu'est la Cour des comptes, du non-respect aussi de cette institution par un ministre de la République qui a parlé pour l'accuser quasiment d'être de l'opposition. De quel ministre il s'agit? Le ministre, je crois, des infrastructures. D'accord. Qui a parlé pour les accuser. Et je crois que ce n'est pas une bonne chose.
Jusqu'à présent, il appartient maintenant mais au juge. Mais est-ce qu'il ne s'est pas senti offensé pour avoir peut-être une réaction au vitriol? Oui, parce que aussi ce que la Cour a fait, c'est d'envoyer des personnalités ou des pères de famille à la vindicte populaire. Non, non, la Cour, je crois qu'il faut distinguer les choses. La Cour a fait un rapport. Ce n'est pas la première fois qu'elle fait un rapport et ce n'est pas seulement la Cour qui fait des rapports. Et il appartient à chacun de pouvoir se justifier à l'endroit indiqué pour se justifier. Je pense qu'il devait simplement garder son sang-froid et attendre le jour où il sera convoqué, s'il est convoqué, pour se justifier. C'est tout. Et je pense que ce rapport montre une frilosité de l'État du Sénégal par rapport à des faits que la Cour des comptes a signalés. Moi, je considère que au-delà des fautes de gestion, il y a sans doute une manœuvre que la Cour des comptes a aussi sanctionnée, sans s'en rendre compte. Une manœuvre. Parce que nous avons eu, le gouvernement a beaucoup parlé de 1000 milliards pour le Covid. Ce qui est une bonne chose. Nous tous, nous voulons 1000 milliards dégagés pour le Covid. Mais en réalité, quand on a été ministre et qu'on regarde les rapports de Cour des comptes, on se rend compte en réalité, les 1000 milliards, il y a toute une partie, c'est du top. Ah bon? Oui. C'est en fait du budget d'équipement, des budgets de fonctionnement qui ont été mis dans ces 1000 milliards. Et évidemment, la Cour des comptes, quand elle regarde ces rapports, ce qui est fait avec ces 1000 milliards, se rend compte que la destination de l'argent ne correspond pas à l'attribution de ce fonds Covid. Quand vous voyez des équipements de laboratoire qui sont achetés dans le fonds, quand vous voyez des choses qui relèvent de fonctionnement, qui sont aussi achetés par certains, payés par certains ministères dans le fonds, vous vous dites, mais c'est du fonctionnement qu'on est en train de faire. On est en train de faire. Ou c'est de l'investissement pour l'équipement qu'on est en train de faire. En plus, évidemment, des fautes de gestion qui font des présomptions de détournement de deniers publics. Grave, sont là. Grave. Exactement. Vous avez toutes ces choses-là que le rapport des cours des comptes met en exergue. Et je pense que le président Macky Sall, il est un peu familier de cela, parce que c'est lié au fait qu'on a envie tout le temps de dire qu'on est capable de mobiliser énormément d'argent. Quand on dit le budget du Sénégal de cette année, je crois c'est 6400 milliards, oui, et poussière, ou quelque chose comme ça. Je suis sûr que le 31 décembre 2023, si on regarde réellement l'exécution du budget, on sera loin des 6000 et quelques milliards. Ce sera moins que ça. Ce sera moins que ça, mais c'est traditionnel. Oui. C'est traditionnel. Mais qu'est-ce que ça peut inspirer? 1000 milliards pour lutter contre la Covid, on épingle des ministres, on épingle des DAGE, qui sont des fonctionnaires quand même. Et là, on est dans quel système à votre avis? Je pense qu'il faut aller vers la transparence. D'abord, c'est la transparence qui va éviter des détournements de deniers publics, qui va éviter aussi le fait que si vous êtes avec moi, tout vous est permis. Et si vous êtes contre moi, je ferai tout pour vous embêter. Et pour éviter cela, il faut que le procureur de la République ne soit plus, comme on dit, un interrupteur dans la circulation de l'électricité. Il faut que les rapports qui lui arrivent de la Cour des comptes, de l'OFNAC, ou que l'IGE, quand elle fait un rapport au président de la République, qu'il y ait une copie au procureur et que le procureur transmette. C'est au juge de dire ce qui est dit est vrai ou est faux, ou c'est grave, ou c'est moins grave. Mais la procédure de l'heure, c'est-à-dire le procureur qui envoie un peu le dossier au niveau de la DIC, comment vous l'appréhendez?
On est dans la bonne trajectoire. On espère que tout sera clair. Les coupables seront punis. Vous savez, moi, j'aurais été optimiste si, lorsque la Cour des comptes avait déposé son rapport, je pense qu'il y a autour de 11 ministères qui sont considérés comme des endroits où il y a eu des fautes. Oui. J'aurais vu le président de la République décider de mettre fin aux fonctions de ces ministres en attendant d'avoir de la clarté dans ce qui est contenu dans le rapport. S'il l'avait fait et que le rapport soit transmis au juge, à ce moment-là, j'aurais été optimiste. Vous soupçonnez un bluff? Pour moi, si vous regardez les 11 ministères incriminés, la majorité, ce sont les grands pontes du régime, aussi bien de l'APR qu'au niveau ministériel. Nous sommes à moins d'une année des élections, du premier tour des élections présidentielles. Je pense, et vu l'attitude du gouvernement qui s'est porté en avocat de tous ces ministres pour aller en conférence de presse expliquer qu'en réalité il n'y avait pas grand-chose. C'est de simples, je pense, 6 milliards. Alors vous parlez du ministre du budget, Ils ont parlé des finances. C'était des broutilles, c'est pas grand-chose. C'était des broutilles, c'est pas grand-chose. Je pense que tout cela est fait